Et vous écoutez Tonnerre sous les podcasts. Alors m'emmerdez pas, c'est tout ce que je vous demande. Non mais je vais pas entendre déconner toute ma vie. Recevoir des leçons ABC jusqu'à la fin des temps. Merde! Écoute François, écoute. Ta gueule, toi! Tu m'emmerdes, toi, je t'emmerde! Je vous emmerde tous, c'est un coup de dimanche, je quoi à la con! Le sujet du jour est un sujet dont il est facile de se moquer. Et pour tout vous dire, j'ai moi-même été membre de l'association prônant la facilité de rire de la petite maison dans la prairie. Et si vous aussi vous ricanez lorsqu'on parle de cette série, eh ben sachez que vous avez tort. J'ai eu tort. Et mon invité du jour est là pour nous le démontrer. Experte en rhétorique, elle a su clouer le bec à bien plus terrifiant que vous. Férue de littérature, ce que vous appelez un pavé, elle appelle ça un dimanche. Je parle bien sûr de Laure-Hélène. Laure-Hélène, ça va ? Ça va, Romain? Ça va. Alors, je rapproche. Voilà, je mets ça au milieu. Ok, logiquement, on est bon. Donc, du coup, pour les podcasts de la Exploitation, de manière générale, c'est plutôt moi qui demande aux invités de quoi ils ont envie de parler. Ouais. Ça va m'arriver de proposer des sujets, mais de manière générale, ça se passe comme ça. Sur le premier épisode, on a eu Alexandre qui a proposé BoJack Horseman, et toi, tu as aussi proposé une série. C'est un peu plus original quand même, c'est-à-dire qu'on s'attend pas à la petite maison dans la prairie. Bah, surtout sur X. Bah ouais, surtout sur X. C'est vrai que. Mais après, tu m'as expliqué pourquoi tu voulais parler de ça. Oui. Et c'est là où je me suis dit, c'est vrai qu'il y a un truc à faire, donc pourquoi tu voulais parler de la petite maison dans la prairie ? Alors, c'est vrai que c'est pas le genre de série qu'on s'attendait à trouver sur X, parce que c'est vrai que quand on parle de plans qui choquent le bourgeois, la petite maison dans la prairie, c'est vraiment tout le contraire. Ouais, mais quand même, je vais pas du tout contre ça. Hein. Je suis pas en train de dire que La Petite Maison dans la Prairie c'est la meilleure série du monde et que c'est la série la plus progressiste du monde. Seulement, ce qui m'a donné envie d'en parler, en fait, La Petite Maison dans la Prairie, ça fait partie de toute mon enfance et toute mon adolescence. Et c'est vraiment une série qui me tenait beaucoup à cœur. Et quand soudain, je suis arrivée en prépa, et donc les classes préparatoires littéraires, c'est vraiment un milieu qui est très académique, avec une culture qui est très... Enfin voilà, j'allais dire stéréotypé, mais disons dans le sens où c'est y a élitiste peut-être. Assez élitiste, ouais. Voilà. Et moi j'ai atterri dans ce milieu, et un jour dans une copie de commentaires littéraires en anglais, j'ai osé faire une comparaison. Alors je me souviens plus c'était un commentaire de quoi, mais une comparaison entre un procédé de narration qu'il y avait dans l'extrait qu'on devait commenter et un procédé de narration de La Petite Maison dans la Prairie. Et dans ma copie, j'ai fait un paragraphe entier là-dessus. Peut-être que c'était pas pertinent, peut-être que c'était pas que j'avais fait une mauvaise interprétation, c'est totalement possible. Ce qui s'est passé, c'est que quand on m'a redonné ma copie corrigée, il y avait une immense croix barrée plusieurs fois en rouge sur La Petite Maison dans la Prairie avec un immense nom marqué dans la marge. Ouais. Alors, j'ai pas eu d'explication sur non, c'est pas pertinent, non, ton explication elle est pas bonne, un truc comme ça. C'était juste, on parle pas de La Petite Maison dans la Prairie dans une copie. Donc tu t'es mangé la hiérarchisation de la culture en pleine gueule, quoi. C'est exactement ça. Et voilà, pour la petite Laure-Hélène de 18 ans qui sortait de sa campagne et qui était... C'est violent, hein. Ah, c'est violent. Quand la première fois que tu te manges une hiérarchisation de la culture dans la gueule, tu la sens passer. Ouais. Et encore une fois, j'aurais totalement compris que... Moi, c'était Tarantino, c'est pas du vrai cinéma. Donc, donc du coup, je me suis demandé, c'est quoi du vrai ? Ouais, je comprends. Voilà, donc encore une fois, si mon exemple était pas... ça se trouve, mon exemple n'était pas pertinent du tout. Mais là, c'était vraiment le fait que je mette à côté d'un grand classique de la littérature anglaise, La Petite Maison dans la Prairie, ça passait pas. Ah, c'est ça qui passait pas. C'est pas le propos, en fait, qui a été... Et en fait, du coup, ça m'a poussée à m'interroger sur comment ça se fait que ça passe pas. Pourquoi ça passe pas, et pourquoi moi j'aime bien, et qu'est-ce qui me plaît dans La Petite Maison dans la Prairie, malgré le fait qu'apparemment ce soit un truc dont il faut pas parler, un truc que tu regardes chez toi dans le noir sans en parler à personne, quoi. Ouais. Et c'est vrai que dans l'imaginaire collectif, La Petite Maison dans la Prairie, c'est vraiment un univers assez bucolique, assez niais, un truc de bonne femme en quelque sorte, quoi. C'est complètement avec un peu plus de subtilité quand même, mais c'est un peu l'image que j'en avais, et j'ai quand même un peu toujours cette image-là. Parce que donc t'as l'air de dire que toi La Petite Maison dans la Prairie c'est un truc d'enfance, quoi, que c'est un truc c'est un truc que j'ai découvert pendant mon enfance, ouais. Et du coup ça t'a suivi, donc t'as une attache assez émotionnelle à cette... Totalement. Ouais. Moi je m'y suis intéressé, alors j'ai pas vu autant d'épisodes que toi, j'ai jamais fini la série, mais j'avais regardé quelques épisodes quand je m'intéressais justement à la narration, dans la série télé, dans tout ça.
Et c'est vrai que moi, j'avais quand même j'avais remis de l'eau un peu dans mon vin d'une certaine manière, parce que c'était quand même des épisodes où parfois l'enjeu, c'était chaud quand même. Genre, parfois on parle de sauver des vies, parfois on parle... Donc ça peut être chaud. Et en plus, c'est vrai que d'un point de vue purement narration, moi c'est ça qui m'a intéressé dans la série. Ouais. C'est que je trouvais ça chouette d'avoir ce côté quotidienneté d'une famille, mais en même temps il y a une évolution. C'est-à-dire que l'événement marquant de l'épisode 5 a des répercussions pour le reste de la série. Tu t'es plus le même homme une fois que t'as failli perdre ton enfant. Ouais. Je caricature, hein, mais voilà. Et moi, c'est ça qui m'intéressait. Mais voilà, mais je m'étais intéressé à la petite maison dans la prairie parce que tu sais, l'acteur là qui fait Adam Kendall, Ouais. c'est le créateur de Malcolm. Ok. Et du coup, j'avais pas fait le rapprochement. Et justement, et je pense que entre ce que tu vas dire sur la petite maison dans la prairie et la série Malcolm, je crois qu'il y a plein de ponts qui sont assez intéressants. Ah putain, j'avais jamais... Je t'avoue, comme je savais, j'avais pas cette info, Mmh. j'ai jamais pensé à rapprocher les deux. Et ben justement, je pense que c'est l'occasion de ce podcast. C'est ça qui va être intéressant. Bah ouais, carrément. Ok. Donc, encore une fois, mon but, c'est pas de dire que La Petite Maison à la Prairie, c'est la série la plus progressiste du monde et que c'est une série exceptionnelle, etc. Mais je voudrais juste la sortir un peu de tous les clichés qu'il peut y avoir à ce sujet-là. Complètement. Parce que, comme j'ai l'habitude de le dire, j'ai l'impression que pour trouver La Petite Maison à la Prairie sans intérêt et nier, il faut vraiment avoir regardé ça à midi sur M6 devant son plat de pâtes avec le micro-ondes qui marche en fond sonore et avoir regardé que d'un seul œil, quoi. Alors moi, vraiment, La Petite Maison à la Prairie, j'ai regardé ça de la saison 1 à la saison 9 plusieurs fois. Et j'y trouve quand même quelque chose d'intéressant. C'est pour ça que je vais en parler ici. Et je pense vraiment qu'il faut pas avoir vraiment vu la série de fond en comble pour trouver ça juste niais et pas intéressant, quoi. Alors en préparant le podcast, si ma mémoire est bonne, t'as des choses à dire par rapport au female gaze. Ouais. Donc je fais une petite parenthèse maintenant, hein. Si vous entendez des petits bruits d'environnement, faut savoir que on est chez Mouloud et en fait il y a voilà et en fait il y en a deux là derrière qui sont en train de jouer à la Switch. Donc si vous entendez quelques bruits parasites, c'est tout à fait normal, et comme moi je suis fainéant, je vais pas monter l'épisode parce que j'ai autre chose à foutre. On va buter Ganon. Voilà. Donc sur cette parenthèse, quand on a préparé l'épisode, il me semble, si ma mémoire est bonne, que tu voulais parler d'un aspect female gaze. Oui, alors est-ce que tu te vois déjà à introduire c'est quoi le female gaze? Oui, non, je sais pas, mais je pense que je le ferai beaucoup moins bien que des spécialistes. Mais le female gaze, c'est raconter une histoire, on va dire, du point de vue féminin. Un homme peut faire du female gaze, peut raconter une histoire d'un point de vue féminin. Une femme peut faire du male gaze, donc l'inverse, c'est-à-dire raconter une histoire d'un point de vue masculin. Le genre de l'artiste n'interfère pas. Voilà, pas du tout. Ouais. Donc le fait que, par exemple, Michael Landon, punaise, j'ai du mal à le prononcer, soit le réalisateur de la série, n'influe pas du tout sur le fait que ce soit female gaze ou male gaze. La notion de female gaze, je l'ai découvert grâce à Titanic, donc, qui est réalisé par James Cameron. Donc c'est bien la preuve que le genre du créateur n'est pas à prendre en compte dans cette grille de lecture en fait. Voilà, donc tout simplement, là où la plupart des histoires, et même l'histoire avec un grand H, est racontée du point de vue des hommes, il se trouve que La Petite Maison à la Prairie, c'est issu de l'adaptation, c'est une adaptation de l'autobiographie en 9 tomes de Laura Ingalls Wilder, qui a été publiée à partir de 1932. Donc, même si c'est une adaptation, c'est-à-dire que je vais y revenir après, mais c'est pas mot pour mot ce qu'elle a écrit, etc., c'est quand même une histoire qui est racontée du point de vue d'une femme. Et déjà, je trouve ça super intéressant. Genre, déjà, je trouve que c'est un intérêt en soi de La Petite Maison à la Prairie, que ce soit l'histoire des États-Unis de fin 19e, début 20e siècle, racontée du point de vue d'une femme. Pourquoi je trouve ça super intéressant ? Parce que toute l'histoire de la conquête de l'Ouest, de la révolution industrielle aux États-Unis, on a rarement vu ça d'un point de vue féminin. De manière générale, je le disais, l'histoire elle est toujours racontée du point de vue des hommes. C'est-à-dire que dans l'imaginaire collectif qu'on a des westerns, la femme c'est soit la potiche de saloon, soit celle qui attend. C'est-à-dire on voit vraiment genre l'image du désert avec une sorte de petite maison en bois et puis il y a une femme comme ça alors, dans l'entrebâillement de la porte, et puis il y a l'homme qui part à cheval et puis on va suivre son histoire. Et la femme, qu'est-ce qu'elle fout pendant tout ce temps-là dans sa maison? Personne n'en sait rien. Donc voilà, là le fait qu'on ait l'histoire de la conquête de l'Ouest, de la révolution industrielle, tout ça du point de vue d'une femme,
c'est déjà voir l'histoire d'un autre point de vue évidemment, mais du point de vue de ce qui se passe dans cette fameuse maison pendant que les hommes sont partis à cheval on ne sait où dans le désert. Et aussi l'histoire est généralement racontée du point de vue des dirigeants, c'est-à-dire que même l'histoire de France tout simplement, qu'on a tous étudié à l'école, ben on étudie quoi ? On étudie les guerres généralement, les guerres, qui c'est qui a perdu, qui c'est qui a gagné, les territoires, comment on les rattache, etc. Et là, du coup, La petite maison à la prairie, qui est du coup racontée du point de vue d'une femme, et donc du coup, vu que c'est l'autobiographie de Laura Ingalls Wilder, elle raconte son enfance, son adolescence, sa vie de femme, bah, comment ça s'est passé, sa vie quotidienne, dans son petit village, et donc du coup, les intrigues qui auront lieu ne sont pas du tout celles auxquelles on est habitué. Et je trouve ça super intéressant aussi, surtout qu'on a... alors, je suis pas historienne du tout, donc du coup je peux donner que des propos très vagues à ce sujet. Le fait d'avoir une histoire de l'éducation des enfants, le fait de savoir comment ça se passait, qu'est-ce que ça faisait d'être une femme en Grèce antique par exemple. C'est des sujets d'histoire très récents finalement, et sur lesquels on bataille un peu parce qu'on a très peu de documents, parce que personne n'écrivait à ce sujet. Du coup, le fait d'avoir une autobiographie d'une femme à cette époque-là, c'est un document précieux. C'est un document précieux, totalement. Bah, c'est intéressant parce que moi du coup, je suis un peu là pour faire les ponts avec Malcolm d'une certaine manière, parce que quand tu m'as un peu décrit ce que tu avais à dire de La petite maison dans la prairie, moi j'ai trouvé ça complètement fou que un des gars qui était acteur de ça, bah, d'une certaine manière, il a pu un peu recréer ces principes-là, mais d'une autre manière, parce que mine de rien, Malcolm, moi, une des raisons qui fait que c'est ma série préférée, bah, gamin c'était une de mes séries préférées parce que c'est drôle et parce que c'est touchant, mais je pouvais pas me rendre compte aussi que c'était une excellente série parce qu'on se reconnaissait en eux. Et pourquoi ? Parce que Malcolm, ça parle de prolo. C'est pas Dallas, quoi. C'est pas on va suivre des riches milliardaires qui ont investi dans le pétrole. On va pas c'est pas une vie de château, une vie de bourgeois, c'est pas ce genre de récit. Malcolm, bah, c'est une série qui est vachement touchante parce que bah, le père il aime pas son boulot, et parce que bah, la mère elle travaille, mais quand elle rentre le soir c'est à elle de s'occuper des 3 gamins. Et d'une certaine manière, j'irais pas jusqu'à dire que tout Malcolm est un female gaze, parce que le héros c'est quand même Malcolm, c'est quand même le gamin. Mais t'as quand même beaucoup d'épisodes où le ressenti de leur maman, il est là, quoi, il est pris en compte. Et du coup, je trouvais ça assez marrant, quoi, de faire ce constat-là, quoi. Donc c'est vrai que c'est assez intéressant. Ouais, carrément. Là, depuis tout à l'heure, je fais des hochements de tête, mais c'est vrai que du coup, on n'entend pas hocher la tête. Donc tu valides. Je valide carrément tout ça. T'es assez d'accord avec ça. Et ouais, même tu parlais, Enfin, je veux dire, Malcolm, ça a un certain propos politique, etc. Ouais, complètement. Et que Malcolm, c'est pas du tout le point de vue de ceux qui ont investi dans le pétrole, etc. Mais du coup, c'est super intéressant de voir que dans La petite maison dans la prairie, il y a aussi ce côté-là, dans le sens où La petite maison dans la prairie a un côté très anticapitaliste, en fait. Et ça, on s'en rend compte si on suit... Alors, l'histoire, peut-être d'un point de vue un peu différent, c'est un truc qui est un peu niche, mais qui revient de plus en plus dans les épisodes, c'est le développement de l'industrie des chemins de fer, qui est repris. D'accord. Dans peut-être pas tous les épisodes, c'est pas un sujet, c'est peut-être un sujet secondaire, mais qui est quand même hyper récurrent sur tout le long de la série. Et avec le fait qu'il y a de plus en plus de grands propriétaires terriens qui rachètent un chemin de fer, mais donc du coup c'est un problème parce que du coup ça fait perdre en valeur tel autre, enfin le prix du blé qui fluctue en fonction de ça, etc. Tu vois. D'accord. Et en fait après il y a des petites répercussions sur du coup comme il y a un tel qui a racheté telle industrie et que donc du coup il a le monopole de c'est compliqué à expliquer parce que c'est vrai que comme c'est une intrigue secondaire, on n'a pas tous les éléments, mais ça va être un tel a racheté une industrie de chemin de fer, il a eu de l'argent, il a pu racheter telle propriété, donc du coup il a la main sur telle usine. Et donc du coup comme il a sur telle industrie, mais donc du coup comme le prix du blé maintenant c'est lui qui a le monopole, il va imposer un taux fixe. Et donc du coup tous ceux qui vont vouloir vendre leur farine, donc du coup les petits fermiers de La petite maison dans la prairie du village de Walnut Grove, donc du coup ils se retrouvent soit au chômage, soit avoir pas assez d'argent pour survivre. Mais donc du coup ça va avoir un impact sur les Olson vu que personne achète dans leur commerce, donc du coup eux ils se retrouvent aussi. Donc la série elle va quand même loin dans la sociologie, dans les choix politiques qui ont des répercussions sur les gens du quotidien. Voilà, c'est ça. Et on en arrive même à alors je sais pas si c'est l'épisode final, mais c'est un épisode clé qui s'appelle Le Dernier Adieu. D'accord. Où
à un moment donné, il y a un grand propriétaire terrien qui veut racheter le village de Walnut Grove, là où habite la famille Ingalls, sa famille Olson, D'accord. etc. Et en fait, les habitants préfèrent faire péter le village plutôt que de le céder à un grand D'accord, propriétaire terrien. ça répond à la question que j'allais te poser. J'allais dire, ok, d'accord, donc la série, elle prend en compte tout ça, mais de là à dire qu'elle est anticapitaliste, ça me paraissait un peu... Mais je connais pas. Donc ça me paraissait quand même un peu gros. J'allais dire, oula, un truc... Parce que à la télévision, c'est une série qui est sortie dans les années... Ouais, 70-80. 70, ouais, il me semble, 70. Et donc, moi, j'allais naïvement te dire, mais attends, dans les années 70, te sortir une série à ce point anticapitaliste, chaud quand même. Mais oui, c'est vrai que là, de me dire ça, là, ok, d'accord. Donc maintenant, je vois l'aspect anticapitaliste. Ouais, genre il faut péter le village pour pas qu'il soit revendu à un grand propriétaire. Ok, on préfère crever plutôt que... J'aime bien. Voilà, donc après, encore une fois, c'est vraiment des épisodes... c'est pas tout le propos de la série. C'est une intrigue secondaire, mais ça y est, quoi. Mais ça y est. Enfin, ok, d'accord. Et voilà, il y a même plein de petits trucs qui sont pas... encore une fois, je disais que l'histoire, généralement, elle est racontée du point de vue des vainqueurs, des dirigeants, de tel chef d'État qui est en guerre avec tel autre chef d'État, etc. Là, on a l'histoire, mais vraiment du point de vue du quotidien, c'est-à-dire, il y a un épisode, c'est dans les tout premiers épisodes, il me semble, de la saison 1, où il y a un couple, le couple des commerçants, donc monsieur et madame Olson, qui menacent de séparer, qui sont en gros froid, et puis on sent qu'ils vont peut-être divorcer. D'accord. Et une des préoccupations des citoyens, des habitants de Walnut Grove, c'est de se dire, mais mince, s'ils se séparent, ils vont vendre leur commerce. Et du coup, s'ils vendent leur commerce, il y aura... nous, ça va avoir des répercussions sur nous, parce que du coup, qui sait à qui on va venir vendre nos œufs, etc. Et du coup, si le couple Olson s'effondre, leur commerce s'effondre, et donc du coup, ça veut dire que tous les habitants devront payer leurs dettes, et on n'aura plus assez d'argent, etc. Putain, ouais. Ok. Et en fait, voilà, l'épisode ne tourne pas autour de ça tourne autour de plein de choses. Mais l'une des préoccupations des habitants à ce moment-là, c'est de se dire, mince, faut qu'on fasse en sorte qu'ils se séparent pas, parce que s'ils se séparent, nous, on va devoir rembourser nos dettes, et on va se retrouver dans la merde. D'accord. Et du coup, je trouve ça intéressant d'avoir l'histoire du point de vue de la vie quotidienne de ces gens-là. Alors, t'as peut-être encore des choses à dire de ce point de vue-là. Je vais peut-être trop vite. Enfin, dis-moi si je vais trop vite, mais là, dans tout ce que tu me décris, je vois quand même des problématiques et des propos qui sont anticapitalistes, progressistes, tout ça d'une certaine manière. Mais en même temps, et tu l'as dit toi-même dans l'intro, hein, t'es pas là pour dire que la petite maison dans la prairie, c'est le truc le plus progressiste du monde. Je sais, j'ai bien compris, mais ok, il y a tout ça, mais en même temps, il y a quand même ce paradoxe qui est dans la culture populaire, quand tu dis petite maison dans la prairie, on imagine ce truc très conservateur, traditionnaliste un peu. Donc je crois que tu es assez d'accord sur l'aspect traditionnaliste, mais dire que la petite maison dans la prairie c'est conservateur, tu es un peu moins d'accord, je pense. Je sais pas. Alors, justement, c'est vers quoi j'allais. Mais je voudrais juste faire un petit disclaimer juste avant, c'est que là j'ai parlé un peu du fait que c'était une adaptation de biographie de Lauren Galsweiler. Là ici on parle bien de la série et pas du livre. C'est-à-dire que il y a énormément de controverses par rapport au livre, à ce qui a été dit, etc. Donc là justement moi ce qui m'intéresse c'est comment, à partir de cet héritage, qu'est-ce que la série a fait. Ok, donc dans les commentaires, vous faites pas chier. On l'a dit. Ça peut... Non, parce que il y a plein de trucs intéressants, mais c'est pas l'épisode, c'est pas le sujet de l'épisode. Voilà. On fera un podcast sur le bouquin si vous voulez, mais là on n'a pas le temps en fait. C'est ça. Déjà, on sait pas lire. Déjà qu'on sait pas lire. Alors, oui, en fait, il y a un cadre, comme tu disais, hyper traditionnel de, papa, maman, les petites filles, et puis elles courent comme ça dans les prés, et Charles Ingalls, ce vrai homme, construit sa maison à bras nus tout seul. Ah bah ça... Il y a ce côté-là, mais pour moi, c'est pas du tout en opposition avec un propos qui pourrait être progressiste dans la série, mais justement, ça le sert. Et c'est là où je voulais en venir, c'est que... la série, en fait, elle est pas réaliste. C'est-à-dire, beaucoup de gens se plaignent de la série en disant oui, c'est hyper niais, c'est pas réaliste. Enfin, je veux dire, évidemment, ça s'est pas passé comme ça à l'époque, etc. Et moi, je dis, mais évidemment, déjà,
que c'est pas réaliste, c'est pas un documentaire, c'est le principe de fiction d'ailleurs. Oui, Mais de toute façon, moi, les gens qui me sortent l'argument du c'est quoi réaliste, je leur pose la question, bah alors c'est quoi du réaliste ? En quoi un documentaire est plus réaliste ? Et une fois que tu te seras posé ces questions-là, tu viendras pas casser les couilles avec ton c'est pas réaliste. je suis totalement d'accord avec ça. C'est toujours Ok. une histoire qu'on raconte et qu'on choisit de raconter de toute façon d'un certain point de vue. En plus. Mais encore, et justement, et c'est là que j'en viens au côté progressiste dans la traduction, c'est que heureusement que la série est pas réaliste, parce que quand on regarde un peu ce qui se passe dans le bouquin, Laura Ingalls Wilder, même si c'est une femme, etc., qui a un côté un peu féminisme, etc., Ok. c'est quand même une femme blanche du début du XXe siècle. Donc on est sur un bon gros racisme Ouais. bien présent. C'est-à-dire qu'on peut lire des trucs dans le bouquin de type « un bon indien, c'est un indien mort ». Bah, autre époque. c'est problématique. Ok. Et donc du coup, ce que je trouve super intéressant, c'est que partant de ce bouquin hyper tradit, même si c'est écrit d'une point de vue d'une femme, qu'est-ce que la série en a fait ? Elle s'est servie de ce cadre-là pour faire un propos progressiste, et pour ça, pour qu'on comprenne mieux ce que je veux dire, je voudrais faire référence à une vidéo YouTube qu'on mettra peut-être dans les notes du podcast. Ouais, bien sûr, tu me dis, tu m'envoies, Qui est, ce sera dans la description. Qui vient de la chaîne Queer Chrétienne et qui parlait de comment on fait pour convaincre quelqu'un qui n'est pas de notre avis. Et c'est exactement ce que fait Michael London dans la réalisation de La Petite Maison à la Prairie. Tu peux y aller bourrin avec tes arguments, à essayer de convaincre en passant par la raison, en essayant de trouver le bon argument, le plus rationnel possible, etc. Mais ce qu'elle explique, c'est que le meilleur moyen pour convaincre quelqu'un, c'est de comprendre ses valeurs et de s'adapter aux valeurs de la personne en face de toi pour faire passer ton propos. Un bon exemple pour ça, ça va être par exemple le service militaire. Si en face de toi, t'as quelqu'un qui est fondamentalement, je sais pas, on va dire de gauche, entre gros guillemets, et que t'arrives en lui disant oui, défendre sa patrie, le service militaire c'est bien parce que du coup... Ça va pas lui parler. Ça va pas lui parler. Par contre, si t'arrives en disant oui, mais attends, le service militaire c'est bien parce que c'est une étape, une étape de la vie par laquelle tout le monde va passer. Le fils du fermier, il se retrouve à côté du fils de politicien et ils combattent ensemble. Ah, là tout de suite, ça, je dis pas que ça va marcher, mais ça va parler un peu plus. C'est des arguments qui du coup sont déjà un peu plus recevables, quoi. Voilà, c'est-à-dire que si tu t'adaptes aux valeurs de la personne à qui tu t'adresses, ton propos va mieux passer. Et c'est exactement ce qui se passe, de mon point de vue, avec La Petite Maison à la Prairie. C'est-à-dire D'accord. qu'on a un cadre qui est vraiment très tradit, avec des valeurs protestantes, des valeurs de type travail, famille, Dieu. Ouais. L'image, voilà, encore du bon fermier qui va travailler tous les jours et puis qui, une fois de temps en temps, va se payer des vacances et puis on va... Donc le spectateur républicain, Voilà. devant ça, il est bien, quoi. Voilà, c'est ça. Comme je disais, c'est pas du tout un truc qui va choquer le bourgeois. Au contraire, ça va... Même les spectateurs les plus conservateurs vont pouvoir s'identifier aux valeurs de la famille Ingalls. Mais il n'y a pas l'Indien mort. Du coup. Mais justement, il n'y a pas l'Indien mort. Du coup. C'est ça, c'est-à-dire que dans ce cadre très tradit, on va se servir de ce cadre traditionnel conservateur pour faire passer des valeurs progressistes. C'est-à-dire qu'on va s'attacher, le spectateur va s'identifier à Charles Ingalls ou à Laura Ingalls ou à Caroline. On va faire en sorte, par tout un procédé, on y reviendra par la suite, à faire en sorte que le spectateur s'attache et se reconnaisse dans ces personnages. Et paf, le personnage va prendre une décision qui va être, à mon sens, très progressiste, surtout pour l'époque. Bah, c'est ce que tu dis, c'est assez intéressant parce que j'ai l'impression que c'est un procédé qui... alors ce serait intéressant de voir, parce que là je vais citer des séries qui sont venues après La Petite Maison dans la Prairie. Ce serait intéressant de voir si les artistes qui ont créé ces séries-là après le revendiquent. Bon, dans le cadre de Linwood Boomer, qui est donc l'acteur qui jouait Adam Kendall, il a joué dans La Petite Maison dans la Prairie, donc chez lui c'est peut-être conscient quand il crée Malcolm. Parce qu'il y a un procédé qui est assez similaire. Les Simpsons, c'est un peu pareil. C'est on prend la famille moyenne type américaine, mais de ce point de départ-là, on va l'amener ailleurs. C'est-à-dire que Malcolm, Carrément. on n'est pas là pour dire « Ah, ce modèle-là, il marche bien ». Enfin, à la fin d'une saison de Malcolm, t'as pas envie d'avoir des enfants, t'as pas envie de te marier, quoi. C'est une famille, mais qui va pas, quoi. Il y a rien qui va. Dans cette espèce de modèle qu'on nous vend comme le seul et unique modèle, c'est l'American Way of Life, quoi, d'une certaine manière.
on te le vend comme ce beau modèle, faut ta télé, ta voiture, que t'ailles travailler, machin. Mais là, Homer Simpson, enfin, c'est pas un mec qui est fondamentalement heureux, Homer. donc ce serait intéressant je pense que chez le créateur de Malcolm, il y a quelque chose de conscient quand il crée Malcolm. Si le mec vient de la petite maison d'après, il a forcément fréquenté les scénaristes, les réalisateurs, il a forcément dialogué avec eux. Moi, je trouve que c'était un personnage quand même assez important à partir de plusieurs saisons, quoi. C'est ça, là où ce serait intéressant que d'autres séries qui font un peu ce cheminement-là, c'est-à-dire de mettre un cadre traditionnel qui... une espèce de traquenard, en fait, c'est une espèce de traquenard, quoi. C'est-à-dire que le conservateur s'y retrouve en disant « Ah bah tiens, allez, ça va me parler, ça va être marrant ». Et même pas conscientisé, hein. Je pense que le père de famille moyen, il regarde Malcolm, ça le fait marrer, parce que le papa, parce que Hal, il est marrant, et puis il se reconnaît un peu en lui, quoi, tu vois, genre, moi aussi ça me fait chier d'aller travailler et tout, c'est marrant. Mais que de ce point de départ-là, ah ouais, putain, c'est une série qui met vraiment le doigt sur ce qui me fait chier, quoi. Mais ouais, donc c'est ça qui est intéressant. D'accord. Et là, justement, il y a typiquement ce même genre de revirement de situation dans La Petite Maison dans la Prairie, c'est-à-dire que Laura Ingalls, pendant toutes les premières saisons où elle est encore toute petite, elle est un peu décrite comme une sorte de tomboy, tu vois, enfin de garçon manqué. Ok. C'est-à-dire, voilà, elle joue avec les garçons, etc. Elle joue à la balle, c'est elle qui court la plus vite. Ça pose problème aux parents, j'imagine, non ? Ouais, c'est un peu... C'est pas que ça pose problème aux parents, mais c'est que c'est plutôt genre, tant que t'as un enfant, ça va, tu vois. D'accord. Il y a vraiment ce côté, genre, c'est une bonne petite fille. Ouais, ok. Bon, maintenant, il faudra qu'elle grandisse un jour. En fait, il y a beaucoup ce côté-là, genre au début de... c'est... Elle est un peu brute de décoffrage, mais bon, elle va grandir. Ça lui passera. Il y a ce côté-là. Et il y a un épisode que je trouve super fort, qui généralement, enfin les gens ne parlent pas beaucoup de cet épisode et que je trouve pour moi incroyable. C'est il y a le moment où en fait Laura a grandi un peu, elle est dans ses jeunes années de prof et elle vient de rencontrer Almanzo qui va devenir son mari. Ok. Mais ils sont encore un peu dans la phase où ils se cherchent, etc. Et Laura, parce que y a Nelly qui a voulu lui piquer Almanzo, elle rentre dans une sorte de combat contre elle se bat contre Nelly. Et c'est qui Nelly ? Nelly, c'est la fille de Olson, donc du coup c'est un peu la petite garce, tu vois, la petite... voilà, je te pose la question parce qu'il faut peut-être préciser, c'est pas sa sœur, c'est pas sa sœur, c'est genre le némésis de Laura, tu vois. Voilà, c'est ça. Et moi je sais qui elle est, mais... Et Laura, du coup, qui est jeune adulte, qui est qui est sur le point de rencontrer la personne avec qui elle va se marier, qui est dans ses jeunes années de prof, etc., fait tomber Nelly dans la boue, elle se bat avec elle, etc. Et quand, en fait, finalement, son père et puis son Almanzo, donc du coup son petit copain, entre gros guillemets, viennent la chercher, la réchauffent, etc., il y a ce côté genre, Laura, c'est encore une petite fille. Hein. Et là, il y a une scène super forte où Laura se met dans une colère monstre et elle hurle, mais je suis une femme. C'est pas parce que j'ai ce genre de comportement où oui, je vais dire ce que je pense et oui, j'ai pas peur de m'affirmer et s'il y en a une qui me fait chier, je vais la défoncer. Ça fait pas de moi un mec et ça fait pas de moi non plus un enfant. Et elle hurle et elle part en claquant la porte en disant je suis une femme. D'accord. Et je trouve ça super fort comme scène en fait de dire non, c'est pas parce que j'ai tel comportement que c'est un comportement de mec ou éventuellement un comportement d'enfant. Parce que quand les mecs se battent dans la petite maison de la prairie, on va pas leur dire que c'est des enfants. Par contre, moi, si je me bats, c'est que... c'est que t'as pas grandi, c'est quoi. Que t'as pas grandi, t'es pas encore devenue la femme douce et docile qu'on attend que tu sois. Et elle le dit clairement, Et en fait, c'est ce qu'elle revendique tout le long de la série. Après, quand elle va aussi, à un moment donné, elle est sur le point de se fiancer avec Almanzo, et Almanzo va lui dire, bon, du coup, maintenant qu'on sera mariés, tu vas arrêter de travailler. Et elle dit non. J'ai pas arrêté de travailler. Et du coup, lui, il le renvoie à ce truc-là de genre, vraiment, t'as pas grandi, Laura, tu te rends pas compte, quand t'es une femme, faut que tu sois... faut que tu te calmes un peu, faut que tu deviennes une bonne mère de famille. Et elle, il y a une scène encore une fois très forte où elle arrache sa bague de fiançailles et elle lui jette à la figure. Ouais. Si tu me veux pas de moi, moi qui va pas hésiter à me battre, moi qui vais pas hésiter à vouloir travailler parce que si j'ai envie de travailler, etc., moi qui ai pas peur de m'affirmer, si tu veux pas de moi, je vais pas m'adapter en fait. Et du coup, c'est là où ça devient intéressant parce que vraiment, si on revient sur. Parce que ça fait que l'aspect traditionnel et progressiste, en fait, c'est pas que la série elle a le cul entre deux chaises ou c'est pas qu'elle est pétrie de contradictions, c'est qu'il y a une dynamique qui est mise en place qui est que son aspect conservateur sert d'appât
à un public Exactement. qui donc va s'attacher à Laura, Bah oui, parce qui que la là, voit grandir, sa rencontre avec Almanzo, alors j'ai pas les saisons en tête parce que moi j'ai D'accord. pas fonctionné par saison, j'ai fonctionné par épisode, mais c'est pas avant peut-être la saison 5 ou 6 qu'elle rencontre Almanzo. Ouais. Donc ça fait 6 saisons que tu suis ce personnage-là, donc si t'es à la 6ème saison, c'est que t'aimes bien la série, c'est que tu l'aimes bien, c'est que quand même t'as un intérêt à la regarder, et au bout de la saison 6, tu te manges ça en pleine gueule, quoi. Donc d'une C'est certaine ça. manière, ça t'amène Exactement. à au moins te poser la question. Pas forcément être d'accord, parce que peut-être que le mec qui est profondément conservateur, il va arrêter la série à ce moment-là en se disant bon, maintenant ça m'intéresse plus parce qu'elle commence à me faire chier celle-là. Mais au moins, il y a eu un moment dans sa journée où il s'est pris ça dans la gueule, quoi. Où il s'est. Donc c'est intéressant, quoi. Exactement. Et donc Ok. là, je parlais de Laura, mais il y a ça aussi avec Charles. Charles, n'importe qui a vu ne serait-ce qu'un épisode de La Petite Maison à la Prairie, Charles pleure tout le temps. D'accord. Charles Ingalls pleure tout le temps. Et pourtant, dans le genre représentation du mal, entre guillemets. Ouais, c'est l'image que mais j'en ai. Hein. Moi, tu me dis Charles Ingalls, je vois le bûcheron qui tient son tronc d'arbre. mais c'est ça, c'est le père de famille, blanc, protestant, qui a construit sa maison lui-même, bon fermier, etc. Et Charles pleure tout le temps, mais il a une énorme sensibilité, Charles. D'accord. Et en fait, c'est pas du tout associé à de la faiblesse dans ce cadre-là. Alors évidemment, pour nous, c'est évident que c'est pas associé à de la faiblesse. C'est évident. Mais si... Mais dans une construction masculine, voilà, ça peut l'être, en fait. Et donc, c'est intéressant. Voilà. Ouais. Et donc, du coup, encore une fois, si des réalisateurs avec des valeurs très progressistes, mais qui auraient fait passer ça par des personnages qui auraient été déjà déconstruits, ce qui arrive avec leurs gros sabots, ils auraient pas touché le public, on va dire, conservateur. Et là, du coup, si on construit un personnage masculin très, on va dire, stéréotypé, et qu'on lui ajoute, bah regarde, il pleure, et c'est ok. Bah, je trouve que ça choque quand même, ça produit un choc, mais un choc qui est un peu construit, et qui donc du coup est... ça fait passer la pilule en quelque sorte. Ouais, j'entends. Et voilà, après on peut en parler pendant... Il y a énormément de petits exemples comme ça, tu vois, mais il y a parce qu'il y a les exemples, il y a les contre-exemples aussi, parce que je pense que cette méthode de rhétorique, elle a une certaine limite. Totalement. Alors, parce qu'il y a... Disons que ça marche sur des sujets où on peut faire évoluer, où on peut se permettre un débat. T'as des sujets où, selon moi, c'est pas qu'on ne débat pas, c'est qu'on peut en parler humainement, genre une soirée, mais où non, ma position fait que mais on peut pas trouver de juste milieu, tu vois, on peut pas. Et donc, mais je suis pas du tout dans le juste milieu et dans tenons tous par la main et construisons. Ah non, mais je te prêtais pas ça, hein, je te disais pas ça. Ce que je voulais dire en fait, c'était selon le sujet, cette méthode soit de narration, soit de rhétorique, si c'est dans le cadre d'une conversation, cette méthode peut pas marcher, parce qu'à un moment les grilles de lecture sont tellement séparées que ça devient complexe d'utiliser cette façon-là, quoi. Moi c'est ça que je voulais dire, mais sinon pour rester dans le cadre de La Petite Maison à Paris, c'est vrai que c'est super intéressant. En fait, ce qui est intéressant, c'est de voir ça, quoi. C'est de voir que cette série qui, vue de loin, vue de l'extérieur, si tu t'arrêtes juste au titre, à l'affiche et aux extraits que tu vois à la télé, tu peux penser que c'est le truc le plus conservateur, le plus cucu, le plus niais. Et en fait, si tu te plonges dedans, tu te retrouves, si je fais un petit bilan là de ce qu'on s'est dit pour l'instant, tu te retrouves quand même avec un portrait de l'Amérique et des conséquences du capitalisme. Tu te retrouves avec une espèce de déconstruction des valeurs de la famille et de la masculinité et du développement d'un personnage féminin qui est assez complexe. Tu te retrouves avec une série qui, déjà dans les années 70, avait une espèce de female gaze. Donc en fait au final qui a été repris d'ailleurs dans la série, parce qu'il y a Laura qui est régulièrement narratrice et qui en plus il y a une voix off, il me semble, dans les épisodes. Il y a certaines voix, et puis c'est la voix du coup de Laura, de Mélissa Gilbert. D'accord. Je sais pas si sur cet aspect là t'as encore des choses à dire, mais il me semble que comme là on parlait beaucoup de l'aspect narration, tu sais, sur le fait d'avoir fait une espèce de traquenard avec l'aspect traditionnel, tu voulais aussi parler du fait que les personnages, ils peuvent porter en eux des idées qui sont peut-être pas forcément figées, qui vont peut-être évoluer, qui vont... mais tu voulais un peu plus parler des personnages, il me semble. Oui, mais en fait, dans ce genre de traquenard, on en avait un peu parlé, tu vois, du fait que quand on te construit un personnage auquel tu peux t'identifier et t'attacher sur 6 saisons, à la fin, si tu t'es identifié à ce personnage et qu'il prend une décision, tu vas avoir du mal à trouver cette décision mauvaise en quelque sorte. C'est
tu comprends ce qui l'amène à ça en fait. Tu comprends ce qui l'amène à ça, exactement. C'est-à-dire que tu peux ne pas être d'accord, ce qui moi ça m'arrive d'avoir un film où totalement. J'ai pas aimé les choix de l'héroïne, et c'est souvent ce qui arrive, tu sais, quand t'aimes pas un film, souvent c'est ça, c'est que tu peux ne pas aimer ce qui arrive au personnage parce qu'il prend des décisions qui selon toi sont pas les bonnes, mais tu peux reconnaître objectivement que non, le film est bien écrit parce que c'est pas de la connerie le choix du personnage. Le choix du personnage, il est motivé par des motivations qui ne sont pas les miennes. Et donc, oui, ça arrive. Et donc, du coup, ce que je trouve assez intéressant là-dedans, c'est que justement, on va faire en sorte, la série est construite, encore une fois de mon point de vue, de manière à ce que les personnages auxquels on peut s'identifier, on peut s'attacher, vont avoir des valeurs plutôt progressistes. Donc là, voilà, parler d'une forme de féminisme, et puis enfin, il y avait d'autres exemples, mais aussi sur d'antivalidisme, etc. D'accord. Et à côté de ça, la série est construite pour que certains personnages, comme Harriet Olson par exemple, donc Harriet Olson, c'est la gérante du magasin qui est un peu là pour le coup la bourgeoise de la série. Ouais. Elle est construite de manière à ce qu'on puisse pas s'identifier à elle. C'est là où dans X, j'ai besoin de gens comme toi, parce que moi, tu me parles d'elle, tu vois, spontanément, j'allais dire, c'est la connasse dans la série. Et heureusement que t'es là pour dire non, c'est juste la bourgeoise de la série. Maintenant, si vous projetez une connasse en elle, c'est C'est pareil. Qu'est-ce que c'est ça, avoir peur des mots? Non, mais sans déconner. Voilà. Non, mais si, justement, et c'est ça qui a... Non, mais elle est construite comme étant une connasse. C'est marrant de voir que la bourgeoise est construite comme étant une connasse. Alors que... général, dans la vie. Parce que Harriet Olson, en dehors de... Il y a deux choses qu'il faut distinguer dans ce personnage que je trouve très intéressant. C'est son comportement dans les épisodes et ce qu'on dit d'elle qui est un peu sa backstory, c'est-à-dire genre ce qu'on n'a pas vu, ce qui s'est passé avant le premier épisode et qu'on n'a pas, et qui nous est raconté petit à petit. D'accord. Et Harriet, c'est typiquement le genre de personnage auquel le spectateur ne peut pas s'identifier. Pourquoi ? Parce que petit à petit, on va nous dire oui, ah là là, elle veut tout donner à ses enfants, c'est plutôt bien, non ? C'est vraiment un dialogue qui a lieu. Dans les tout premiers, c'est ah, elle veut tout donner à ses enfants, c'est plutôt bien, non ? Oui, mais le problème, c'est qu'elle avait déjà tout quand elle était enfant. Ouais. Ok. Et ou bien ça va être, il y a aussi un autre truc, c'est que elle, donc du coup voilà, elle est construite comme étant très riche, et à un moment donné, elle épouse Nels Olson qui du coup est d'un statut social moins élevé que le sien. Donc du coup ça aurait pu être dans la série un truc genre oh là là, Harriet Olson, cette femme au grand cœur qui a laissé sa richesse derrière elle pour épouser un roturier, un truc comme ça. À aucun moment c'est un propos. À aucun moment, genre sur 9 saisons avec 22 épisodes par saison de 45 minutes, il y a aucun moment où il y a une once de compassion sur elle est redescendue. Au contraire, ça va être tourné en ridicule elle arrive avec ses habitudes de bourgeoise dans un village qui est populaire du coup. Qui est populaire. Et en fait, du coup, il y a rien qui est fait. C'est pour ça que j'insiste sur le fait que même si on sait qu'en fait, au départ, elle devait épouser quelqu'un de riche et que finalement, elle a épousé Nels, c'est balancé comme une information comme ça, et c'est pas, il y a aucun procédé de narration. On va pas lui remettre une médaille, non, tu vois. Exactement. Il y a aucun procédé de narration qui est là pour lui donner une médaille ou un truc comme ça. C'est-à-dire qu'à aucun moment, elle est construite de manière à ce qu'on puisse s'attacher à elle, à ce qu'on puisse s'identifier à elle, à ce qu'on puisse quoi que ce soit. Et à côté de ça, dans tous les épisodes, elle a un petit truc qui fait que ça va être la connasse. Ouais. Et je trouve ça plutôt intéressant de voir que les personnages qui sont construits de manière à ce qu'on puisse s'identifier à eux aient des valeurs que moi je jugerais comme étant positives, alors que le personnage qui est construit de manière à ce qu'on ne puisse pas s'identifier à elle est porteuse de valeurs négatives. Et qui du coup... c'est intéressant parce que ça dit quelque chose des créateurs de la série. C'est-à-dire qu'il arrive un moment, c'est l'adaptation de bouquins. Là, tu nous as démontré qu'il y a des choses qui ont été enlevées du livre par choix. C'est-à-dire qu'un bon indien, c'est un indien mort. Si on le retrouve pas dans la série, c'est que les mecs ne. Il y a même carrément l'inverse, c'est-à-dire qu'il y a. En plus, tu vois, donc c'est qu'il y a vraiment un propos. Il y a eu des choix qui ont été faits. Et en plus, là, ça devient intéressant parce que d'une certaine manière, avec ce personnage-là de Madame Olson, c'est ça, hein c'est la Olson. Le personnage de Madame Olson, d'une certaine manière. Tu prends un risque aussi, parce que c'est le risque dans ce public conservateur là que tu cherches à viser, le public, on va dire, républicain, quoi. Dans ce public républicain, il y en a des Madame Olson. Et c'est typiquement... c'est une nana qui, en regardant la série, peut se sentir complètement blessée de voir ce personnage-là, de dire non, quand même, regarde comment on est dépeint.
Bah, du coup, il y a ce choix de la part des créateurs de dire, ouais, mais en fait, on n'a pas envie que toi t'aimes la série. Enfin, tu vois, genre. Oui, mais même en dehors de ça, elle est. Tous les personnages ne sont pas construits de la même manière. Ça où je voulais en venir, c'est qu'il y a certains passages qui sont construits de telle manière qu'on puisse empâtir avec eux et qu'on puisse s'identifier à eux, parce qu'on va avoir enfin je sais pas, un épisode entièrement tourné sur le fait que par exemple il y a des personnages alcooliques et du coup on va avoir tout un épisode qui va être tourné sur le fait de bah voilà, il a vécu ça, ça a été dur pour lui, c'est pour ça qu'il en est là, on va l'aider. Alors qu'il n'y a pas du tout d'épisode qui va être tourné autour de Madame Olson qui elle vient d'un milieu qui est pas le nôtre, qu'est-ce que ça peut être dur, on va l'aider à s'intégrer. Il n'y a pas d'épisode sur l'intégration de Madame Olson. Donc du coup en fait il n'y a pas de... Voilà, encore. C'est un choix politique. Hein. C'est un choix politique et en même temps du coup ça fait en sorte que le personnage à un moment donné ne pourra pas empâtir et s'identifier à elle. Ouais. Et du coup, on a des épisodes qui sont géniaux par rapport à ça. C'est qu'à un moment donné, il y a Marie Ingalls qui fonde son école pour aveugles à Walnut Grove, et donc du coup, elle va se faire aider. Et du coup, il y a une autre prof qui a une autre école pour aveugles qui va venir s'installer. Et c'est Esther Sue, je sais plus quel est son nom de famille. Et on a juste ça. C'est juste un peu... voilà, on sait juste qu'à un moment donné, il y a Esther Sue qui va arriver. Et on sait pas qui c'est. D'accord. Et voilà, donc du coup, il y a tout l'épisode. C'est un double épisode en plus, donc c'est vachement long, quoi. C'est 1h30 on va rencontrer Esther Sue. Ouais. Et Madame Olson, elle est en plus hyper hypée à l'idée de rencontrer Esther Sue parce qu'elle pense que c'est une bourgeoise comme elle. D'accord. Et nous, on sait pas à l'époque que c'est pas une bourgeoise comme elle. C'est-à-dire qu'en fait, on sait juste qu'il y a une Esther Sue et qu'apparemment, c'est une bourgeoise. Il y a un suspense qui est fait sur ce personnage. Et à la fin, c'est une femme pauvre et noire qui arrive. Une femme noire. Et en fait, tout le monde s'en fout. D'accord. Tout le monde s'en fout. Et en fait, il y a juste Madame Olson qui est là, genre, ah, mais attends, mais je croyais que. Et tout le monde est là, genre, qu'est-ce que tu racontes, arrête, tu vois, genre. Et c'est un non-sujet. Putain. C'est un non-sujet. Et heureusement que c'est un non-sujet. Je suis pas en train de donner une médaille au réalisateur parce que c'est un non-sujet, c'est pas ça. Mais c'est juste que. C'est intéressant que il y a quand même ce choix de narration qui est fait, quoi. Enfin, de narration, de développement de personnage, quoi. Il y a ce choix-là qui est fait, quoi. Il y a le choix qui est fait que la famille Ingalls, ces personnages positifs qu'on aime bien, se foutent de ça parce que, bah oui, on est censé s'en foutre. Et qui va faire chier, c'est... Et voilà, c'est exactement ça. Tout le monde s'en fout, et la seule qui avait des attentes, parce qu'en fait, personne n'est au courant que c'est une bourgeoise ou pas une bourgeoise, Esther Sue. Il y a la seule qui est là, genre, ah mais oui, ça me dit quelque chose, je pense que c'est quelqu'un qui est une riche descendante, et comme ça. La seule qui a des attentes par rapport à ça, c'est Harriet. 1h30 se passe où tout le monde s'en fout, juste se disent bah attends, on va peut-être prévoir des sandwichs, des couvertures, en gros c'est ça l'idée. Ouais. Et la seule qui commence à bien s'habiller pour être bien reçue, etc., c'est Harriet. Et à la fin, c'est une femme pauvre et noire, et zéro réaction des autres, et juste réaction de Harriet, et tout le monde se dit mais pourquoi tu réagis, tu vois. Et j'imagine que Harriet, en plus, les attentes qu'elle avait étaient des attentes d'ordre... comment dire, pas d'ordre émotionnel, quoi. Genre elle était pas contente d'avoir une nouvelle voisine ou d'avoir une nouvelle copine. Non, c'était... Elle espérait faire business, quoi. Alors, c'était pas espérer faire business, mais c'était un peu dans le sens de statut, genre, je vais enfin voir quelqu'un qui a de la stature. Voilà, c'est ça. Donc, c'est plus un moyen que... Ouais. C'est un moyen de briller, totalement. En fait. C'était totalement un moyen de briller, et donc, du coup, voilà, tout ça c'était juste pour donner un exemple concret, que Harriet, qui est un personnage auquel on peut pas s'identifier, va avoir ce genre de valeur. Alors que les personnages auxquels on peut s'identifier vont avoir des valeurs que moi je juge plutôt progressistes. Mais encore une fois, à replacer dans le contexte des années 70-80. Bien sûr, non, mais alors évidemment, sur tout ce qu'on a dit, de toute façon, mais tout ce qu'on a dit là, tout ce qu'on est en train de dire, c'est, si je fais un bilan, c'est que c'est une série qui prend une posture traditionnaliste, mais pour t'amener à des valeurs un peu plus progressistes que ça. C'est une série qui a profondément un female gaze étant donné que c'est une héroïne et que c'est sa voix off et que c'est son point de vue à elle, que le développement des personnages est construit de manière à ce que tu aies de l'empathie pour certaines personnes et pas pour d'autres, et que les choix qui ont été faits sont des choix politiques, et en plus t'as une espèce de vrai portrait hyper intéressant sur le développement de l'Amérique, du capitalisme et des problèmes que ça peut causer de tout ça. Totalement. Et ça dans une série des années 70 qu'aujourd'hui on résume à c'est le truc cucu, d'accord. Ouais, c'est ça, bah, c'est exactement là où voilà. Si t'as compris ça, c'est ce que je voulais qu'on comprenne. Bah du coup moi j'espère qu'en entendant cet épisode ça vous a donné envie d'au moins vous pencher sur La Petite Maison dans la Prairie, ou au moins d'arrêter de dire des conneries si vous étiez comme moi mais je l'ai dit dans l'intro, hein, que si vous étiez comme moi du genre à dire ah ok c'est cucu, c'est bidon, c'est très con,
N'engueule pas les pauvres. En fait, ils nous écoutent. Non mais L'écoutez pas, moi je vous aime. Vous pouvez venir jouer à Zelda chez moi. j'engueule ceux qui, voilà, étaient peut-être comme moi. Voilà. J'ai donc dans ce cas, j'espère que si vous étiez comme ça, j'espère que cet épisode vous invite à dire moins de conneries. Pour les autres, j'espère que ça vous a profondément intéressé, parce que moi, du coup, c'est vrai que ça me donne vraiment envie de me pencher un peu plus sur cette série, quoi, parce que tu m'as quand même décrit des problématiques, des épisodes qui me paraissent assez intéressants, et voir comment ils sont mis en scène, ça me paraît assez fou. Bon, moi, c'est cool. Si je t'ai donné envie de faire ça, c'est... Bah ouais, et puis donc moi je te remercie énormément pour cette proposition qui n'aurait pas pu venir de moi. Donc merci beaucoup. C'est pour ça qu'on est une équipe. Mais c'est ça, et là c'est typiquement le genre de podcast où je suis très content d'animer cette émission. Moi je remercie tous les auditeurs qui, malgré le fait que je les ai disputés, si vous êtes encore là, si vous avez pas coupé le truc, mais après si vous avez coupé, démerdez-vous, c'est mon problème, de toute façon vous l'entendez pas ça. Et ils l'entendent pas, ils ont coupé. En plus, on a vraiment certains qu'on aime vraiment beaucoup, Roman. Donc j'allais y venir, donc merci à tous les auditeurs qui nous ont écoutés, j'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à partager ce podcast si vous a plu, n'hésitez pas à le liker, à faire tout ce qu'il faut faire, hein, les réseaux sociaux, tout ça vous connaissez, je vais pas vous apprendre. Comme je le dis à chaque fois, X, c'est pas qu'une chaîne YouTube, c'est quelque chose d'un peu plus complexe que ça, c'est une espèce de transmédia qui a beaucoup de projets, donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil à notre Tipeee, parce que comme cette perche qui m'a été tendue par Alexandre, bah oui, on aime nos abonnés, mais alors nos tipeurs, c'est quand même un truc en plus, quoi. Il y a vraiment un charme, il y a vraiment quelque chose, quoi. Donc jetez un coup d'œil à notre plateforme Tipeee, faites ce que vous pouvez, on jette la pierre à personne, hein, donnez si vous pouvez et si vous voulez. Mais en tout cas, merci infiniment de participer, de nous aider dans l'aventure KX, quoi. À la prochaine, salut! À la prochaine, salut! Moi, je t'avoue, on n'écoutait pas trop. Même gamin, j'avais une cassette, mais c'est la cassette des musiques des Chevaliers Zodiac, quoi. C'était Bernard Minet, c'était rock'n'roll.